fait, c'est l'un des exercices interactifs que l'on propose à nos étudiants à l'Université de Rome de faire pour se familiariser au début du cours avec des concepts assez complexes comme la faim, l'insécurité alimentaire, et notamment ici la relation entre marché d'une part, donc marché alimentaire, et insécurité alimentaire dans une région en particulier ou un pays en particulier. Donc la plupart de nos étudiants s'étaient vus attribuer 2 rôles différents, un rôle d'agriculteur avec des caractéristiques un petit peu différentes. Certains avaient des vaches et des dollars, les autres avaient des sacs de céréales et des dollars au début du jeu, et le but pour tout le monde était d'avoir un certain nombre de dollars d'une part et de sacs de céréales d'autre part à la fin du jeu. Ceux qui n'y parvenaient pas étaient éliminés. Donc Vous voulez dire mort? Voilà, exactement. Je n'ai rien. Je n'ai pas de pain. Je n'ai pas d'argent. Il n'y a rien ici. Il n'y a que le soleil qui brûle. Et donc ce qu'on voulait leur expliquer en réalité, c'est qu'au-delà du montant d'argent qu'il peut y avoir dans une économie en particulier, ce qui détermine les questions d'insécurité alimentaire ou de faim dans un pays, ce n'est pas simplement l'argent qui peut être disponible, mais c'est aussi la relation entre la valeur de ce que vous possédez, donc en l'occurrence les vaches pour la plupart des joueurs, et la valeur de ce que vous voulez vous procurer pour vivre, en l'occurrence les sacs de céréales. Dans certaines parties du monde, on n'a ni vaches, ni argent, ni sacs de céréales. On ne joue pas. On essaie juste de survivre. Au sud de l'Éthiopie, dans la province d'Oromia, les paysans attendent toujours la pluie. Depuis 2 mois, pas une goutte n'est tombée. Toute la récolte du sorgho a été perdue. La famille de Cissé a d'abord mangé ses maigres réserves, du maïs qu'il restait de l'année dernière, puis quelques poules. Ils ont échangé leur unique chèvre contre 3 sacs de farine, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Alors les femmes préparent les repas avec des racines d'arbres. Ils ne meurent pas de faim, mais comme des milliers d'autres familles éthiopiennes, ils auront du mal à vivre jusqu'à la prochaine récolte. Alors ils attendent l'aide du gouvernement, des organisations humanitaires et du Programme alimentaire mondial. Est-ce que ce jeu entre ceux qui survivent et ceux qui meurent de faim peut apporter quelque chose aux paysans éthiopiens? Ouais, premièrement, je pense qu'ils auraient d'autres choses à faire que de jouer à ce genre de jeu parce qu'ils connaissent déjà ces questions-là de manière concrète et les gens qui ont besoin de comprendre ces questions-là, ce sont plutôt les responsables politiques et les décideurs de politique publique plutôt que les gens qui souffrent précisément de ces problèmes. C'est à Rome, siège du Programme alimentaire mondial, le PAM, que ce Monopoly de la faim a été inventé. Une initiative originale parmi bien d'autres pour chercher de nouvelles voies, trouver de nouveaux moyens de lutte contre la faim dans le monde. Cette agence des Nations Unies qui a bénéficié pendant des décennies de la manne des excédents alimentaires des États-Unis et de l'Europe doit aujourd'hui faire face à une nouvelle donne. Avec la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires et du pétrole, la faim a pris un nouveau visage. Et on ne peut plus se satisfaire des réponses humanitaires traditionnelles. Au printemps 2008, le PAM a invité les pays donateurs pour leur présenter son nouveau plan d'action et leur demander des fonds supplémentaires. Across oceans, through deserts, up mountains. If there is an emergency, the World Food Programme is trusted to do what it takes to reach those who need help fast. Relying entirely on voluntary contributions, the UN's Frontline Emergency Relief Agency is now faced with the challenges of climate change, rising food and fuel prices. WFP is used to facing challenges of innovation and efficiency. As part of a range of tools,
Purchase for Progress is another example of WFP's agility and commitment to feeding the hungry. Les organisations internationales savent qu'elles ne pourront demander toujours plus aux pays donateurs, qui redoutent eux-mêmes une récession économique. Face à cette situation, les spécialistes du Programme alimentaire mondial s'ingénient à inventer de nouvelles stratégies et de nouveaux modes d'action. L'appel aux capitaux privés et les outils parfois risqués des marchés boursiers font désormais partie de l'arsenal du PAM dans la gestion de l'aide aux 73 millions d'affamés de la planète. C'est l'Éthiopie, théâtre des famines historiques devenu un véritable laboratoire de l'aide humanitaire que les experts de la Banque mondiale ont choisi pour une expérience aussi surprenante qu'originale. Assurer un pays tout entier contre la sécheresse et la faim. Il y a quelques années, le gouvernement éthiopien a commencé à s'intéresser, avec le soutien du PAM, à l'assurance contre le risque de sécheresse. L'objectif de ce projet était avant tout de voir si un pays pouvait aller sur le marché international de l'assurance et s'assurer contre le risque de sécheresse. Et ce projet, mené avec une société française qui a couvert ce risque pendant 1 an, a été une grande réussite. Ce qui est assez amusant, c'est que quand on parle de sécheresse en Éthiopie, la première réaction, c'est « mais de toute façon, c'est pas assurable ». Même en interne, chez Paris Re, AXA Re à l'époque, la question c'était mais pourquoi on ne va pas couvrir ce genre de choses? Ça ne se fait pas, c'est pas possible. Il y a des sécheresses continuellement en Éthiopie, c'est pas un risque assurable. Et donc nous, toute notre problématique était de voir est-ce que c'est un risque aléatoire? Est-ce que ça veut dire est-ce que on n'a pas systématiquement des problématiques de sécheresse en Éthiopie qui après un certain nombre d'études, il s'est révélé que non, en effet, il y a des problématiques de sécheresse qui ne sont pas prévisibles, c'est pour ça qu'on peut les assurer, et qui ne sont pas systématiques. Donc on va dire, le risque, il vaut tant lié à un engagement maximum de temps. Alors l'engagement maximum était autour de 8 millions de dollars, et la prime était autour de 700-800 000 dollars. La beauté de ce contrat passé avec une institution financière, c'est que, conformément au contrat, à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire à la fin de la saison des pluies, nous faisons le bilan de toutes les pluies tombées dans les derniers mois, disons entre mars et octobre. Et si les données et les statistiques montrent que le niveau de pluie est inférieur à un certain niveau, l'assureur a en fait 3 jours ouvrables pour verser une somme fixée au préalable. Ce qui veut dire que même en comptant le temps de vérification des données, nous aurons l'argent entre nos mains en 2 semaines. Mais par quel cheminement un contrat d'assurance négocié à New York, Rome et Paris va-t-il apporter l'eau et la nourriture aux familles éthiopiennes en cas de sécheresse? Les grenouilles, les boules de cristal et autres instruments de prévision de jadis ont été remplacés par 26 stations météorologiques disséminées sur le territoire éthiopien. Mais ces outils n'ont rien de révolutionnaire. Et on imagine mal comment des girouettes et quelques bassines de récupération des eaux pluviales pourraient décider du paiement de plusieurs millions de dollars. À l'heure des dérèglements climatiques planétaires, ces outils ne suffisent plus. La véritable innovation se trouve en fait dans un logiciel sophistiqué d'alerte météorologique précoce. Ces algorithmes complexes recoupent les données fournies par les stations météorologiques avec les observations des satellites et calculent un indice du stress hydrique, c'est-à-dire de sécheresse. S'il passe au rouge, l'assurance doit payer. Ce fameux indice permet également aux services du gouvernement d'anticiper la sécheresse, le manque de récolte et leurs conséquences dramatiques, la famine et la soif. Quand les troupeaux attendent des journées entières pour boire, quand les femmes se battent pour un bidon d'eau, il est trop tard pour agir. Après les émeutes de la faim dans plusieurs pays, va-t-on vers des émeutes de la soif ?
Une chose est sûre, l'assurance sécheresse à elle seule ne peut pas résoudre les problèmes chroniques de l'Éthiopie. Elle s'inscrit en fait dans le cadre d'un programme d'aide durable appelé SafetyNet, le filet de sécurité. Aux alentours de, je crois que c'était 2003, il y a eu une grande famine en Éthiopie et dans le sud du pays, toute cette partie du sud. Et le gouvernement était très inquiet parce qu'après 10 années à essayer d'encourager la croissance dans le pays, ils ont réalisé que le pays était encore très vulnérable, à tel point qu'il y a eu une famine. En 2004, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le programme de filet de sécurité. Et ça devait toucher à l'origine 5 millions de personnes parmi les plus vulnérables en Éthiopie. Et en 2006, ça en concernait 7,2 millions. Et l'objectif était de prendre en compte le fait que l'insécurité alimentaire est un problème de longue durée. Ça n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, vous apportez beaucoup de secours et ensuite vous repartez. Les élèves de cette école viennent de loin. Certains font plus de 5 km pour arriver jusqu'ici. Vous comprenez, ce sont des petits-enfants, donc ils sont affamés quand ils arrivent. Donc en leur distribuant ces repas, nous évitons les problèmes de faim sur le court terme. Et puis ça permet aussi de réduire le nombre d'enfants qui abandonnent l'école. En période de sécheresse, les parents migrent vers d'autres régions. Mais comme on leur donne de la nourriture, les élèves sont encouragés à venir à l'école, car ils savent qu'ils recevront au moins un repas par jour. Le programme permet également de favoriser la scolarisation des filles. Comme vous pouvez le voir, le taux de scolarisation des filles n'est pas aussi élevé que celui des garçons. Mais grâce à ce programme, les familles sont encouragées à envoyer les filles à l'école. La zone concernée doit être en situation d'insécurité alimentaire. C'est la condition pour que le PAM décide, en coopération avec le gouvernement, si cette école a besoin du programme d'alimentation scolaire. Nous ne pouvons pas nourrir les élèves partout. C'est réservé aux zones qui sont vraiment en situation d'insécurité alimentaire. Et il y a une autre condition. Il faut que le taux de scolarisation de la région soit plus bas que la moyenne. Ça fait 3 ans que notre fille va à l'école. Mais elle a du mal à progresser parce qu'on a beaucoup de problèmes et on ne peut pas la nourrir. L'aide ne suffit pas. On n'a rien pour s'habiller, on n'a pas de maison où vivre et on ne mange pas à notre faim. Nous sommes pauvres, nous n'avons pas de quoi manger. C'est très dur de vivre ici. Quand elle va à l'école, au moins elle peut manger là-bas. Ici, on ne mange pas tous les jours et on n'a pas de force. On voudrait qu'elle réussisse à l'école, qu'elle s'instruise, Oui, bien pour sûr. qu'elle puisse nous aider quand elle sera grande. On mange peu et quand on ne trouve rien, on dort sans manger. La misère nous tue. On veut vivre, mais regardez-nous. Est-ce qu'on ressemble à des êtres humains? Il n'y a pas que les hommes qui soient touchés par la rudesse de la nature. La terre souffre, elle aussi. Brûlée par le soleil et le manque d'eau, les arbres meurent. Leurs racines disparues, rien ne retient le sol ravagé par les inondations à la saison des pluies. Dans un pays qui repose sur l'agriculture, la gestion de l'eau est un problème crucial, vital pour sortir l'Éthiopie de l'insécurité alimentaire chronique. Pour cette raison, le programme SafetyNet, filet de sécurité, a décidé de l'attaquer de front. Au lieu de distribuer la nourriture gratuitement aux populations dans le besoin,
L'aide leur est donnée en échange de travaux, le plus souvent d'irrigation. En parcourant l'Éthiopie, on a la vision d'un pays qui travaille. Partout, des hommes, des femmes creusent des trous pour reboiser, construisent des barrages, des canaux d'irrigation, des routes, des écoles. Peut-on pour autant parler de corvée ou de travail obligatoire? Aussi contraignant qu'il soit, ce système permet au moins d'affranchir les affamés d'Éthiopie des habitudes d'éternel assisté. Le principe du filet de sécurité n'est pas de sauver les populations les plus fragiles. Aussi choquant que cela puisse paraître, ce programme ne s'adresse pas aux plus pauvres, qui doivent, eux, bénéficier de l'aide d'urgence. Il vise des millions de petits paysans, de fermiers auxquels il doit permettre de surmonter une période difficile sans être obligés de vendre leurs outils de travail et leurs bêtes, et de sombrer à leur tour dans la misère. Dans la boîte à outils du PAM, en fait, on a justement la distribution alimentaire, mais on a aussi les transferts d'argent. Il faut savoir que quand il y a un choc de production dans une zone, c'est-à-dire que quand il y a une sécheresse dans une zone, ce n'est pas une raison suffisante pour croire qu'il va y avoir un problème de disponibilité alimentaire, dans le sens que les flux entre les régions, les flux entre les pays peuvent faire en sorte que, bien justement, il y a eu une sécheresse dans une zone, mais les aliments, enfin les céréales en fait, arrivent néanmoins dans cette zone et ça devient un problème d'accès. C'est-à-dire que les céréales vont venir d'une zone qui a été moins affectée dans cette zone affectée par la sécheresse, et le cash, enfin les transferts monétaires vont permettre aux Éthiopiens d'aller payer leurs aliments sur le marché comme tout le monde. Pendant des heures, les femmes attendent pour recevoir l'argent gagné par leur famille. Mais ces sommes seront-elles vraiment utilisées pour acheter de la nourriture? Après tout, on trouve aussi de l'alcool et du khat, la drogue locale, sur les marchés éthiopiens. Le fait est que ces maigres revenus suffisent tout juste à couvrir les besoins essentiels des familles. D'ailleurs, les comités de citoyens y veillent, comme ils veillent à la sélection des bénéficiaires. Le comité, le groupe de travail en charge de la sécurité alimentaire, est élu par l'Assemblée générale ou par la communauté. Ils ont le droit de sélectionner ceux qui sont en situation d'insécurité alimentaire chronique en fonction d'une série de critères qui sont définis par le programme Filet de sécurité. Le facteur principal est le niveau de pauvreté de chaque foyer. Le succès de ce programme, c'est vraiment sa capacité à donner de l'argent et par conséquent à permettre aux gens d'accéder aux marchés locaux. Mais ça va bien plus loin que le simple fait de donner de l'argent aux gens pour que ces marchés se développent. Ça a aussi des conséquences positives en termes d'infrastructures et d'institutions. Le gouvernement a beaucoup fait pour développer les infrastructures et aussi les institutions, comme par exemple la bourse céréalière. Voilà, nous sommes ici dans le milieu du site du Ethiopia Commodity Exchange. En français, c'est la bourse nationale des matières premières d'Éthiopie. Et nous sommes là, on est en train toujours d'aménager l'endroit, le site. Et on va commencer très bientôt les opérations du marché. Une bourse, c'est vraiment le mécanisme d'amener l'offre et la demande plus près. Donc, ils sont plus près, donc l'efficacité du marché est plus étroite et plus performante, disons. Mais d'autre côté, pour nous, ce que ça peut faire, et c'est ce qu'on espère que ça va faire, c'est de réduire la marge entre le prix producteur et le prix au consommateur. Et qu'est-ce que la bourse va apporter aux paysans éthiopiens? Et comment? Bon, d'abord, on a un système de dissémination d'informations sur le marché très agressif. Donc, on travaille avec la radio, avec le système SMS, avec la télévision. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, aux heures du marché, il y aura des billboards électroniques où seront transmises les informations du marché en temps réel.
Donc déjà ça ouvre une nouvelle possibilité pour l'acteur, le producteur éthiopien, qui jusqu'à présent opère vraiment dans le vide, dans le noir, disons. Il va probablement se passer du temps avant que ces informations boursières ne parviennent jusqu'aux laboureurs éthiopiens. Et on est en droit de s'interroger sur l'utilisation des sommes importantes consacrées à la création de la bourse en Éthiopie. Ces investissements ne vont-ils pas d'abord profiter à toutes sortes d'intermédiaires et même engendrer la spéculation? Dans les bureaux parisiens d'Axaré, qui assurent toutes sortes de risques sur la terre, voire au-delà, on n'a pas d'état d'âme à ce sujet. On peut dire que tout le monde spécule, c'est-à-dire que quand une compagnie d'assurance, quand elle offre une garantie à quelqu'un sur son risque automobile ou son risque habitation, elle spécule sur le fait qu'il va avoir un sinistre ou pas un sinistre. Donc le mot spéculation est un mot à utiliser de façon circonstanciée. La même chose, on peut dire, si je prends du risque sur du risque sécheresse en Éthiopie, on spécule. Mais le métier de l'assurance et de la réassurance, c'est donc de la spéculation. Moi, j'appelle ça de la couverture de risque. Après, si on cède ce risque, c'est parce qu'on considère qu'on en a trop par rapport à nos engagements globaux au niveau de la compagnie. Donc on revend ce risque. Certains appellent ça de la spéculation, d'autres appellent ça de l'assurance. Transformée en titre négociable, la sécheresse et la faim en Éthiopie ont donc pu enrichir certains et faire perdre de l'argent à d'autres. Mais pour les Éthiopiens, tout paraissait clair. S'il n'y avait pas de sécheresse, ils ne mourraient pas de faim, les assureurs gagnaient de l'argent et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, on n'a pas pensé à tout. En 2006, l'Éthiopie n'a pas connu de stress hydrique, de sécheresse dans le langage des assureurs. Elle a en revanche été victime de précipitations excessives, autrement dit d'inondations. Celles-ci ont décimé les cheptels, dévasté les villages et causé des centaines de morts. Presque autant qu'une sécheresse. Mais ce risque-là n'était pas assuré. Pendant 5 ans, il n'a pas plu. On a planté du teff et rien n'a poussé. Il n'y avait pas de maïs, pas de teff, il n'y avait rien. Et quand il a plu, on était soulagés au début. Mais après, tout a été emporté par la rivière, même nos poulets. On a même eu peur pour notre vie. Ce pays connaît beaucoup de problèmes. Le principe de l'assurance, c'est que tout le monde est content quand il n'y a pas de sinistre. C'est-à-dire que l'assuré n'a pas eu de dommages et l'assureur ou le réassureur n'a pas payé. L'assureur ou le réassureur est là pour faire face à un événement négatif de ses clients. Une des principales critiques que j'ai entendues au sujet de cette assurance contre la sécheresse, donc de ce dérivé climatique, c'est « Bon, vous payez une prime de presque 1 million. Et si rien ne s'est passé, vous avez tout bonnement perdu ce million. Vous voyez, avec ça, vous auriez pu acheter de la nourriture pour les enfants. Mais prenons le problème autrement. Si nous voulons avoir 7 millions en cash disponibles immédiatement, est-ce que nous pouvons demander au gouvernement de mettre cet argent de côté juste au cas où l'Éthiopie serait victime d'une sécheresse? La réponse est probablement non. Aucun gouvernement ne prendrait un tel engagement. Après cette première expérience décevante, le Programme alimentaire mondial allait-il prendre une nouvelle fois le risque de perdre près d'1 million de dollars? Depuis 2007, un nouveau contrat couvrant également le risque d'inondation serait, paraît-il, à l'étude. Mais rien n'a été signé. Pas plus qu'en 2008, où dès les premiers mois, les stations météorologiques enregistrent un manque de pluie alarmant. On attendait la pluie, mais elle n'est pas venue. Rien ne pousse dans ce pays. Il n'y a pas de maïs, pas de blé. Les enfants ont faim. Il n'y a plus rien ici. On attend la pluie, mais elle ne vient pas. Il ne pleut nulle part. Si la faim commence à sévir dans les régions touchées par la sécheresse, elle s'approche aussi de la capitale qui attire de plus en plus de ces réfugiés de la faim. Nous ne recevons aucune aide, ni de la part du gouvernement, ni de personne d'autre. Et vous ne recevez rien des aides données à l'Éthiopie? Non, ça va dans la poche des gens.
Mais quels gens? Le gouvernement... Non, ça doit être le gouvernement, dans tous les secteurs. Et même tous ces donateurs, vous savez, ça ne va pas directement dans la poche de la population, des pauvres gens, vous comprenez? Tout l'argent est gaspillé. La question qui fâche est posée. Et dans un pays qui a gardé de son passé de dictature communiste un système de police et de délation redoutable, rares sont les personnes qui osent y répondre. Aucun officiel, pas un humanitaire, n'a osé s'exprimer sur ce sujet extrêmement sensible. Un seul témoin direct a accepté de parler à condition de garder l'anonymat. Pour préserver sa sécurité, sa voix a été changée. En Éthiopie, la famine n'est jamais le résultat de la seule sécheresse. C'était déjà le cas sous la dictature de Mengistu. C'est le cas aujourd'hui dans les provinces de Somalie éthiopienne où l'armée réprime les mouvements de sécession. L'aide alimentaire y est devenue une arme de guerre. On affame les villages qui soutiennent les rebelles et on donne de la nourriture à ceux qui collaborent avec le gouvernement. On attire aussi les nomades dans les villes pour mieux les contrôler. La nourriture est transportée sous escorte militaire, mais après la distribution, les soldats retournent chez les gens, la reprennent et la vendent. Ou ils la donnent aux milices comme salaire. Il s'y passe des choses terribles. Mais si les humanitaires qui sont sur place disent un mot, ils sont immédiatement expulsés. C'est arrivé l'année dernière à la Croix-Rouge internationale et à Médecins sans frontières qui ont eu de sérieux problèmes. Les gens du PAM doivent savoir tout ça. Mais le plus grand donateur du programme alimentaire, ce sont les États-Unis, qui soutiennent le gouvernement de l'Éthiopie parce qu'ils en ont besoin dans la guerre contre Al-Qaïda et les islamistes en Somalie. Bon, vous comprenez pourquoi c'est un sujet tabou. Nous n'avons pas pu vérifier ces accusations recoupées par d'autres témoignages, mais que les autorités éthiopiennes démentent formellement. Faut-il pour autant arrêter l'aide à l'Éthiopie comme n'hésitent pas à le préconiser les organisations humanitaires les plus radicales? Certainement pas. Bien sûr, l'Éthiopie n'est pas un modèle de démocratie, mais son gouvernement accomplit des progrès incontestables. Et surtout, grâce aux millions de dollars que les différents donateurs déversent chaque année, mourir de faim n'y est plus une fatalité. Reste une question que ni le gouvernement éthiopien ni le programme alimentaire mondial ne semblent vouloir évoquer. Malgré l'aide internationale, comment cette terre pourra-t-elle continuer à nourrir une population de 80 millions d'êtres humains qui augmente de 2 millions chaque année ?